Salut les amis, bienvenue dans Pif Paf Poum, l'émission délirante de la bande dessinée. On vous présente les BD qu'on aime tout en s'amusant. Dans ce numéro, moment exceptionnel avec le maître du roman noir américain, James Ellroy, mais aussi Tyler Cross, Sherlock Holmes et la rubrique OK en fin d'émission. Pour commencer, impossible de passer à côté du tome 2 de Tyler Cross, de Nuri et Bruno chez Dargaud, dont on avait déjà présenté le tome 1 ici et qui a été depuis logiquement couvert de prix. Le gangster Tyler, à qui il ne faut toujours pas chercher de crosse, sinon celle de son flingue, se retrouve cette fois-ci à Angola, pénitencier de Louisiane, après un coup foireux, le fameux coup sans risque classique du genre polar. Si la trame de l'évasion dans le bayou peut vous paraître déjà vue de prime abord, c'est sans compter avec la virtuosité du duo d'auteurs qui est en train d'imposer ce personnage BD comme un des musts définitifs du moment. Découpage au scalpel, scénario au rasoir, cadrage au cordeau, gueule de héros à la serpe façon Jack Palance, à qui on aurait chouré son rata, et posture eastwoodienne du type « Mec, tu vas prendre mes belettes sans suppôt ». Ça se passe de commentaires et ça s'apprécie une fois de plus. Attente comblée donc, et renouvelée pour la suite. De Tyler Cross à James Ellroy, l'affiliation est directe pour présenter le maître du roman noir américain, papa entre autres des fameux L.A. Confidential ou autres Dahlia Noir portés au cinéma par Brian De Palma. Le Dahlia Noir existe aussi en BD chez Casterman Rivage, adapté par Mats, que vous avez vu dans l'émission précédente en compagnie de Walter Hill, mais aussi par David Fincher au scénario, Sissi, le réalisateur de Seven et Fight Club, rendant cette version du Dahlia, dessinée par Miles Hyman, pour le moins exceptionnelle. Pour Memo, le Dahlia Noir part d'un fait divers réel, c'est le surnom d'Elizabeth Short, starlet en quête d'Hollywood, retrouvée mutilée dans un terrain vague de Los Angeles en 1947. Dans le roman, l'enquête est alors menée par deux flics du LAPD. L'occasion pour nous de rencontrer l'inénarrable James Ellroy en visite à Marseille pour présenter son nouveau roman, Perfidia. Éloigner les enfants et coucher les grands-mères, l'auteur surnommé Le Dog a fait le show dans tous les sens. Et attention, il est chaud bouillant. Hello Marseille, hello France, hello America, hello world, hello universe, and hello to the planet Mars. I'm James Ellroy, the death dog with a hog log, the foul owl with a death growl, the slick trick with the donkey dick, and the white knight of the far right. I'm here at the greatest bookstore in Marseille, the Montpetit. Bonjour James Ellroy, que pensez-vous de l'adaptation de votre roman Le Dahlia Noir en BD? I hate comic books, I hate graphic novels, I don't give a shit, except I like Miles Hyman, who did the drawing, and I like Mats, who did the adaptation. And my old friend David Fincher put his name on it, and Rivage co-published it, so I was happy to put my name on it. And truth be told, I don't have graphic novel rights, so people can do whatever they want. On peut faire ce qu'on veut? If my publisher has graphic novel rights to the books, they can license it. If they can't, I won't sell it to them. Y a-t-il d'autres projets en adaptation? No. There's not going to be a second comic book. The first one didn't make money. Comment vous l'expliquez? I don't know, because people don't give a shit about comic books. Comme vous alors? Yeah. Ok. Merci Mr. Ellroy. All right, man. God bless you. On vous laisse apprécier si on est au 1er ou 40e degré. Mais vu la suite, on a une petite idée. Allez, c'est cadeau. The morning of December 7th, 1941, the day that will live in infamy. Over Pearl Harbor, everything, among them, civil liberties, goes out the window. Perfidia is a 700-page novel, and it's told in real time, and it covers only 23 days. Because LA was under a big fear juju at that time. We were under imminent threat of Japanese sea and air attack. So everybody was drinking, using drugs, having righteous, adulterous love affairs, going to parties. In other words, it wasn't all bad. In other words, this is why we read novels. The key novel I read from a French author was when I was 10 years old and was a baby pervert in waiting. It's 1958, and what did I read? Bonjour Tristesse by Françoise Sagan.
Okay, I had an affair with her when I was 9. And if each and every one of you give me $1,000 apiece, I will give you all the details of my affair with Françoise Sagan. I'm a completely different man, Daddy-O. I hate drugs. I hate alcohol. I hate the institutionalized rebelliousness, which is the satanic plague that is rock and roll. I have been trudging the straight and narrow for a good many years, but I got a wild-ass sober mind. Sacré James. Qui dit roman policier, dit évidemment enquêteur. Allons bon, ça devait déraper. Qui vous êtes? Philippe Mariol, détective privé amateur. Mais bon, c'est urgent quand même. Philippe Marlowe, vous voulez dire? Non, Mariol, comme toi. Voilà, évidemment. Et donc, vous cherchez quoi là? Un ticket de pressing, la définition du swag? Je fais une enquête sur les ingrédients du polar. Ok. Ben en général, il y a un meurtre, une jolie fille type beauté froide, mais chaudasse qui va vous la faire à l'envers. Une ambiance glauque, comme vous. Et un indique exotique qui se fait buter dans le premier quart d'heure. Alors ramenez-moi tout ça et on en reparle. Allez, tchuss, tchuss. Je disais donc, niveau enquêteur, l'un des plus célèbres, le détective anglais Sherlock Holmes, créé par Sir Arthur Conan Doyle, nous revient chez Soleil dans la fameuse collection 1800 avec Sherlock Holmes Society. Déjà 2 tomes parus dans cette série qui en comptera 4 au rythme d'une parution par trimestre sous la houlette du scénariste Sylvain Cordurier. Holmes est ici confronté à un virus qui a ravagé le village de Killodge en Irlande, transformant ses habitants en zombies. Dans le tome 2, de retour à Londres, il fait équipe avec le fameux Mr. Hyde, oui, le double de Jekyll, pour remonter la piste de ceux qui ont créé ce mal. Les 2 volumes sont excellents tant au niveau dessin, que ce soit avec Bervas ou Torrance au crayon, qu'au niveau de l'enquête qui se suit avec plaisir. Nous voici donc, non pas dans une énième ressucée des aventures du fameux détective, mais bel et bien au cœur d'une intrigue pour l'instant fort recommandable. Incroyable. Personne ne fait de vanne avec élémentaire, mon cher Watson. Sinon, j'ai dit ressucé. Y a pas le mec du buzz, là, non plus, Philémon Fion? Ça y est, je les ai. Ah. Mais où vous êtes, là? Je suis au fucking Spartacus de Barbès. J'ai Gerta, c'est la pin-up. Et j'ai Yogi Bitoun, c'est l'Enjik. Ah. Donc ça, c'est votre héroïne. Ok. Bon, on tient quelque chose, là. Parfait. Dites-leur bien de vous tuer pour qu'on ait un meurtre. Ouf, j'ai eu peur un moment que ça soit trop sérieux. On poursuit donc avec la rubrique OK, on kiffe aussi, yeah. Pour commencer, Varto, roman graphique de Gurun Aprikian, Jean-Blaise Dian et Stéphane Tolossian, paru aux éditions Steinkiss. À l'occasion du centenaire du génocide arménien de 1915 perpétré par les Turcs, les auteurs issus de la diaspora racontent ici le chemin parcouru par 2 enfants arméniens, Varto et sa sœur Maliam. Ces derniers vont traverser une partie de la Turquie et découvrir peu à peu l'ampleur du massacre dont est victime leur peuple, sous la protection d'Hassan, un adolescent turc chargé par son père mourant de guider les enfants jusqu'à leur oncle. Le noir et blanc employé par le peintre Tolossian rend palpable la noirceur du propos et le désespoir qui en émane dans les yeux des enfants. Il n'y a pas beaucoup de BD autour du génocide arménien, encore moins celles décrivant les actes de Juste et leurs conséquences. On découvre aujourd'hui dans des familles turques l'existence d'ascendance arménienne enfouie, dernière relique de ceux qui ont été enlevés, convertis de force ou sauvés. Le propos ici est de constater des faits historiques, de recréer du lien et d'envisager l'avenir. On continue sur une note plus légère avec le tome 3 des Campbell de Menuera chez Dupuis. Les Campbell, ce sont les aventures d'une sympathique famille de pirates dont le père, retiré des affaires pour élever ses 2 filles, voit son passé le rattraper un peu plus à chaque épisode. Sous des apparences de chouettes BD ados du type Papa de Goscinny et Uderzo, se cachent en fait dans cette série des trésors d'humour noir. On balance le vieux grigou de l'équipe au requin pour les occuper aussi simplement que l'on trucide le tout venant à coups de sabre. Et les copains de Campbell sont une bande de lépreux philosophes sur leur sort. Bref, c'est purement
particulièrement jouissif, et il faut ajouter à cela une excellente construction scénaristique éclatée en flashback, où chaque personnage prend son importance par la suite. Voici donc les rejetons Made in 2015 des héros de l'âge d'or du franco-belge de notre enfance. Si ce n'est pas déjà fait, c'est à découvrir d'urgence. Le Chevalier à la licorne de Stéphane Piaczek et Guillermo Escalada, paru chez Soleil, est un coup de cœur esthétique que nous avons eu pour ce récit poétique digne d'une geste moyenâgeuse, sous en fait marvélienne. L'histoire débute en 1346, lors de la bataille de Crécy opposant la France à l'Angleterre et marquant le début de la guerre de Cent Ans. Elle met en scène le chevalier hospitalier Juan de la Heredia, qui a réellement existé et a sauvé le roi de France Philippe VI de Valois en lui offrant son cheval sur le champ de bataille. Commence alors la partie onirique de l'histoire. Tombé sous les coups ennemis, le chevalier devrait être mort, mais c'est sans compter sur une licorne qui va devenir sa chimère dans une quête fantasmée à la Don Quichotte. Éblouissant. La biographie passionnante de 150 pages de Hyssein et Fred Bernard sur l'as de l'aviation Charles Ningesser, paru chez Casterman, se pose comme un modèle dans son genre. Détaillé à travers la voix off de sa maîtresse, la vie de Ningesser se lit d'une traite, comme un roman sur un personnage éminemment romantique, casse-cou, héros de la guerre de 14-18, acteur de cinéma et aventurier disparu mystérieusement en tentant la traversée Paris-New York en 1927. Et le tout en 35 années d'existence seulement. On est là face à un destin exceptionnel, on vole, la tête dans les nuages, en espérant ne jamais atterrir. Clairement une réussite. Voici un pan méconnu de notre histoire avec ce capitaine perdu de Jacques Terpan chez Glénat, ou comment le capitaine Louis Groton de Bellerive de Saint-Ange remit aux Anglais en 1765 les clés de l'Amérique, alors colonie française. On parle quand même de 20 États américains et l'équivalent du Canada actuel. Les Indiens, fortement mélangés aux Français, notamment par de nombreux mariages mixtes, prirent alors fait et cause pour le roi de France, sous l'égide de leur chef Pontiac. Tout ça peut paraître complètement fou aujourd'hui, mais en tout cas l'histoire va vous amener loin à tous les niveaux, avec des couleurs chatoyantes rappelant nos livres d'enfance préférés, et vous apprendrez grâce au cahier graphique final que parfois la langue française résonne encore aux oreilles indiennes de façon bien familière. Après ça, qui sait si certains d'entre vous ne vont pas retrouver des ancêtres indiens là-bas, Huc, je suis ton père. Dans la famille Pitre, je vous présente le chef. Et voilà, pour cette fois-ci c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures. Parlez-moi d'amour, insultez-moi en allemand. Mi, c'est fascinant. Il émet des sons codés pour donner des infos. Mais là je comprends pas. Monsieur Bitoun, le serpent, il vit toujours dans le slip. Non, ça pas serpent. Tu vas avoir illusion d'optique. Tu vas faire partie de Yogi Bitoun.